Je m'appelle Sophie Leroy. J'ai 28 ans. Et une semaine avant Noël, ma famille avait déjà décidé exactement comment je passerais les fêtes. Ils avaient simplement oublié de me le demander. Je me tenais à l'extérieur de la cuisine de mes parents quand j'ai entendu ma mère discuter des arrangements pour dormir, des réservations de restaurants et du programme des enfants comme si elle gérait un hôtel. Puis elle a dit que je pourrais prendre la chambre du sous-sol parce que je devrais de toute façon rester près des petits. Mon père a répondu qu'embaucher quelqu'un serait inutile puisque j'étais disponible. Ma sœur aînée avait apparemment promis à tout le monde que je m'occuperais du réveillon de Noël, du matin de Noël et du dîner réservé aux adultes qu'ils avaient réservé des mois plus tôt. Je n'avais accepté rien de tout cela. Je n'avais même pas été invité à la conversation. Pendant des années, le fait d'être célibataire et sans enfant avait fait paraître mon temps vide à leurs yeux, un calendrier ouvert qu'ils pouvaient remplir chaque fois que leur propre projet comptait plus. Le Noël précédent, j'avais manqué un appel professionnel important pendant que tout le monde faisait la fête à l'étage. Cette année, il se préparait à recommencer, à une échelle encore plus grande. Je suis retourné à ma voiture sans confronter personne. Je n'ai pas pleuré, je ne me suis pas disputé, et je n'ai pas envoyé de message familial dramatique. J'ai ouvert mon téléphone, j'ai trouvé le voyage en Floride auquel mon ami d'université m'avait invité, et j'ai réservé la dernière place disponible. Puis j'ai laissé ma famille continuer à planifier un Noël parfait autour d'une femme qui ne serait pas là. Le soir du réveillon de Noël, chaque réservation, chaque promesse et chaque tâche assignée dépendait de mon obéissance. Quand ils ont finalement réalisé que j'étais à des centaines de kilomètres, le premier cri a retenti dans mon téléphone. Ce qui a suivi a révélé bien plus qu'un plan de dîner gâché et a forcé ma famille à découvrir le véritable prix du fait de traiter mon temps comme le leur. Avant que je vous raconte comment une simple réservation discrète a bouleversé notre Noël, dites-moi quel temps il fait là où vous êtes et s'il correspond à votre humeur aujourd'hui. Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. L'invitation en Floride était arrivée 3 semaines plus tôt de la part de mon ami d'université, Kim Lefebvre. Elle avait loué une petite maison près de Saint-Augustine avec 2 autres femmes de notre ancien cercle universitaire, et une personne avait annulé. À l'époque, je lui avais dit que je ne pourrais probablement pas y aller parce que Noël était compliqué. C'était le mot que j'utilisais chaque fois que je ne voulais pas admettre que ma famille traitait ma disponibilité comme une propriété commune. La conversation à l'extérieur de la cuisine de mes parents a finalement rendu la complication simple. Ma mère, Diane, ne me demandait pas si je pouvais aider. Mon père, Robert, ne se demandait pas si j'avais des projets. Ma sœur aînée, Clara, avait déjà bâti toutes les fêtes sur la supposition que je renoncerais au mien. Assise dans ma voiture, j'ai repassé ce que j'avais entendu. Clara et son mari, Eric, amenaient leurs 3 enfants le 23 décembre. 2 cousins arrivaient le lendemain avec 4 autres enfants. Mes parents avaient réservé un dîner réservé aux adultes dans un hôtel du centre-ville, et Clara avait organisé un long rendez-vous au salon de coiffure avant cela. Leur réservation initiale pour la garde d'enfants avait été annulée. Selon mon père, payer les tarifs des fêtes serait ridicule alors que Sophie pourrait le faire. La facilité avec laquelle il a prononcé mon nom m'a dérangé plus que le plan lui-même. Il parlait comme s'il faisait référence à une table pliante rangée dans le garage, quelque chose d'utile, de familier et de déjà possédé. J'aimerais pouvoir dire que c'était la première fois. Le Noël précédent, Clara m'avait tendu une liste avant même que j'aie enlevé mon manteau, goûter à 18h, bain à 19h30, garder tout le monde en bas pendant l'échange de cadeaux des adultes. J'ai ri parce que j'ai cru que c'était une blague. Elle m'avait dévisagé en disant, « Tu savais qu'on avait besoin de toi. » Ce soir-là, pendant que le reste de la famille mangeait une côte de bœuf à l'étage, j'étais assise sur le tapis du sous-sol avec une assiette en carton qui avait refroidi. À 21h, mon directeur m'a appelé au sujet d'un poste de dernière minute dans une équipe de projet que j'essayais de rejoindre depuis des mois. J'ai manqué l'appel parce que 2 enfants se disputaient et un autre avait besoin d'aide pour trouver son pyjama. Le temps que je rappelle le lendemain matin, le poste avait été attribué à quelqu'un d'autre. Clara a dit que je faisais du drame quand je lui en ai parlé. Ma mère a dit que les opportunités professionnelles allaient et venaient, mais que les souvenirs de famille étaient permanents. Le souvenir qui m'est resté n'était pas le bruit ou le dîner froid. C'était d'entendre tout le monde rire au-dessus de moi en réalisant que personne n'avait remarqué mon absence. En mars, Clara m'a demandé de garder les enfants pour une heure urgente, parce qu'Eric avait un rendez-vous médical. J'ai déplacé une réunion avec un client et j'ai traversé la ville en voiture.
Quand je suis arrivé, Eric était au travail, en parfaite santé, et Clara est sortie portant un peignoir de spa sous son manteau. Elle a dit qu'elle était épuisée et qu'elle méritait une pause. Quand je me suis opposé, elle m'a rappelé que personne ne dépendait de moi. En juillet, mes parents m'ont invité à un barbecue familial, puis m'ont demandé de surveiller la piscine avant même que j'aie posé mon sac. En octobre, ma mère m'a porté volontaire pour aider à la collecte de fonds de l'école de Clara sans le mentionner jusqu'à ce que l'organisateur m'envoie un planning par courriel. Chaque événement était assez mineur pour être excusé. Ensemble, ils formaient un système. Ils protégeaient le temps des uns et des autres en consommant le mien. Assise dans la voiture, je me suis posé une question que j'avais évitée pendant des années, si l'amour exigeait toujours que je disparaisse, qu'est-ce qu'ils aimaient au juste? J'ai appelé Kim. Elle a répondu à la deuxième sonnerie et a dit, s'il te plaît, dis-moi que tu as changé d'avis. J'ai demandé si la place était toujours libre. Elle l'était, mais le tarif augmenterait à minuit. Je l'ai réservé avant de pouvoir me dissuader. Kim m'a demandé si je comptais le dire à ma famille. J'ai regardé à travers le pare-brise la fenêtre illuminée de la cuisine de mes parents. Ils avaient fait des semaines de projets m'impliquant sans une seule conversation. Pour une fois, j'ai décidé qu'ils pouvaient faire l'expérience de la même courtoisie. J'ai dit à Kim que je la retrouverais à l'aéroport le soir du réveillon de Noël. Puis j'ai fait des captures d'écran de la réservation, j'ai sauvegardé le courriel de confirmation et je suis rentré chez moi. Je me sentais coupable, mais sous la culpabilité, il y avait quelque chose de plus stable. Ce n'était pas de la rage. C'était le soulagement de refuser enfin un rôle que je n'avais jamais accepté. Au cours des 3 jours suivants, la conversation de groupe de la famille est devenue un enregistrement de tout ce qu'ils croyaient avoir le droit de me prendre. Clara a publié un programme de Noël avec un code couleur qui ressemblait à un programme de séminaire d'entreprise, heure d'arrivée, répartition des repas, échange de cadeaux, photos de famille, dîner à l'hôtel, brunch du matin. À côté de chaque bloc impliquant les enfants, elle avait tapé mon nom. Sophie en bas. Une ligne disait, Sophie gère le dîner et le coucher. Une autre disait, le matin de Noël comprenait une fenêtre de 4 heures intitulée Sophie avec les enfants pendant que les adultes se reposent. Personne n'a demandé si le programme me convenait. Ma mère a répondu avec 3 émojis en forme de cœur. Mon père a écrit, parfait. Ça va nous faire économiser une fortune. J'ai fixé ces messages pendant longtemps. Puis j'ai sauvegardé des captures d'écran et je n'ai rien dit. L'ancienne version de moi les aurait corrigées immédiatement, puis aurait passé des jours à négocier pour passer de 12 heures de garde d'enfants à 6, comme si je marchandais pour une petite partie de ma propre vie. Le silence était inconfortable, mais il a aussi révélé quelque chose d'utile. Sans ma résistance, ils sont devenus plus honnêtes. Clara a annoncé qu'elle avait annulé la babysitter de secours parce que, nous sommes couverts. Ma mère a dit qu'elle avait déplacé 2 lits pliants au sous-sol pour que je puisse dormir près des enfants. Quand une tante a demandé si je ne préférerais pas la chambre d'amis à l'étage, Clara a répondu, Sophie s'en fiche. Elle ne dort presque pas pendant les fêtes de toute façon. Cette phrase a failli me faire rompre mon silence. Au lieu de cela, j'ai fait mes valises. Kim m'a envoyé une courte liste, maillot de bain, chaussures confortables, une tenue pour le dîner, crème solaire, et absolument aucune culpabilité. J'ai mis la liste à côté de ma valise et j'ai ajouté un dossier contenant mes notes de travail. J'avais un examen de certification professionnelle début janvier, et la Floride me donnerait des matinées tranquilles pour me préparer. Ce détail était important. Le voyage n'était pas simplement une évasion de ma famille. C'était un choix en faveur de l'avenir qu'il me demandait sans cesse de reporter. Jeudi, mon père a appelé alors que j'emballais des cadeaux. Il n'a pas demandé quand j'arrivais. Il a demandé si ma voiture avait assez de place pour transporter 2 rehausseurs supplémentaires. Je lui ai dit que j'étais occupé et que j'appellerais plus tard. Sa réponse était impatiente. C'est pour ça qu'on envoie des plannings, Sophie. Tout le monde doit coopérer. J'ai failli rire au mot « tout le monde ». La coopération exigeait le consentement. Ce qu'il voulait, c'était de l'obéissance dans un emballage cadeau festif. Après l'appel, j'ai retiré les cadeaux du grand sac familial et les ai remballés dans des boîtes d'expédition. Je les ai envoyés directement chez mes parents. J'ai inclus des cartes, mais aucune note expliquant mon absence. Je ne voulais pas qu'on puisse prétendre que j'avais gâché Noël pour les enfants ou que j'avais retenu quoi que ce soit par dépit.
Mon refus avait une seule cible, les adultes qui avaient organisé leur liberté en confisquant la mienne. Vendredi soir, Clara m'a envoyé un message privé. Maman dit que tu es bizarre. Ne commence pas à faire des histoires cette année. On a tous besoin de vacances reposantes. L'hypocrisie désinvolte de ce message m'a stupéfié. Clara voulait tellement se détendre qu'elle m'avait assigné près de 20 heures de travail non rémunéré. J'ai tapé plusieurs réponses et les ai effacées. Finalement, j'ai écrit « Tu devrais confirmer chaque partie de ton plan avec les personnes concernées ». Elle a répondu avec un emoji qui rit. Tu es concerné. Tu es de la famille. Ce message est devenu le verrou final de ma décision. Samedi matin, je me suis enregistré en ligne pour mon vol. Mes mains tremblaient quand la carte d'embarquement est apparue. Pendant quelques secondes, j'ai imaginé appeler ma mère, tout lui expliquer, et leur donner assez de temps pour revoir leur plan. Puis un autre message est arrivé d'elle, s'il te plaît, porte quelque chose de présentable quand les invités arriveront. Tu pourras te changer en vêtements confortables une fois que tu auras emmené les enfants en bas. Elle avait choisi mes vêtements pour un travail que je n'avais jamais accepté. J'ai posé mon téléphone face contre table. La tentation de les avertir n'était plus de la gentillesse. C'était du conditionnement. Ils m'avaient entraîné à les protéger des conséquences de leur ignorance à mon égard. Cet après-midi-là, Kim m'a appelé pour confirmer notre point de rencontre à l'aéroport. Elle a entendu la tension dans ma voix et m'a demandé si j'avais peur qu'ils soient en colère. J'ai dit oui. Elle a demandé si leur colère signifiait que j'avais fait quelque chose de mal. Je n'ai pas pu répondre immédiatement. Cette question m'est restée en tête pendant que je fermais ma valise. Dimanche, la veille du réveillon de Noël, ma mère a laissé un message vocal me rappelant d'arriver avant 10 heures du matin et d'apporter cette attitude patiente que tout le monde aime chez toi. Je l'ai écouté 2 fois, non pas parce qu'il était gentil, mais parce qu'il révélait le rôle qu'ils avaient écrit pour moi, patiente, utile, silencieuse et infiniment disponible. J'ai sauvegardé le message vocal avec les captures d'écran. Puis j'ai désactivé le partage de localisation sur mon téléphone, j'ai réservé une voiture pour l'aéroport et j'ai placé ma valise près de la porte. Je ne me demandais plus s'ils seraient en colère. Je me demandais ce qu'ils révéleraient une fois que j'arrêterais de rendre leur égoïsme pratique. Le réveillon de Noël a commencé à 6 heures du matin avec ma mère qui a appelé 2 fois avant mon réveil. J'ai laissé les 2 appels aller sur la messagerie vocale pendant que je me douchais et m'habillais. Son premier message était pratique, le trafic serait dense, donc je devais partir tôt. Son second était plus sec, Clara avait changé son rendez-vous au salon de coiffure et avait besoin de moi pour 9h30. J'ai descendu ma valise, je suis monté dans la voiture qui attendait et j'ai regardé mon immeuble disparaître derrière moi. Le chauffeur a demandé si je rentrais à la maison pour Noël. J'ai regardé la destination de l'aéroport sur son écran et j'ai dit, quelque chose comme ça. À 7h30, la conversation de groupe était active. Mon père a demandé qui avait déplacé les lits pliants. Clara s'est plainte qu'un des enfants avait ouvert un cadeau emballé. Ma mère m'a identifié et a écrit, s'il te plaît, réponds. Nous devons nous coordonner. Je n'ai pas répondu parce qu'il n'y avait rien à coordonner. Il ne m'avait jamais incluse dans la planification. Il m'avait seulement assigné des tâches. À l'aéroport, j'ai retrouvé Kim près de la sécurité. Elle m'a serré dans ses bras, a regardé mon téléphone qui vibrait dans ma main et m'a demandé si je voulais qu'elle le tienne jusqu'à l'embarquement. J'ai dit non. Éviter complètement la confrontation leur aurait laissé la liberté de réécrire l'histoire. Je voulais leur dire une fois, clairement, que leur urgence était le résultat de leur supposition. À 9h15, Clara a appelé. J'ai répondu. Elle a sauté le bonjour. Où es-tu? Je dois partir dans 15 minutes. Je lui ai dit que j'étais à l'aéroport. Il y a eu une pause, puis un petit rire. Très drôle. À quel terminal vas-tu chercher papa? J'ai dit que je prenais l'avion pour la Floride. Sa voix a changé instantanément. Elle m'a accusé d'abandonner la famille, de gâcher les plans et de me comporter comme une adolescente. J'ai attendu qu'elle reprenne son souffle, puis j'ai posé une question. Quand ai-je accepté de garder qui que ce soit? Elle a dit que tout le monde savait que je le faisais toujours. Je lui ai dit que l'habitude n'était pas un consentement. Clara a baissé la voix et a prononcé la phrase qu'elle devait croire me remettrait à ma place. Sophie, tu n'as pas de mari ni d'enfant.
ton temps n'est pas aussi compliqué que le nôtre. J'avais entendu des versions de cette croyance pendant des années, mais jamais énoncée aussi clairement. Mon temps ne comptait pas parce que personne d'autre ne l'avait revendiqué. J'ai répondu, alors ça devrait être facile pour vous de remplacer quelque chose qui, selon vous, n'a aucune valeur. Elle m'a traité de cruel et a dit qu'elle le dirait à maman. Tu n'auras pas à le faire, ai-je dit. Elle est en train d'appeler. J'ai mis fin à l'appel et j'ai répondu à ma mère. Ses premiers mots étaient exactement aussi frénétiques que je l'avais prévu. Pourquoi n'es-tu pas encore là? Tout le monde attend. Derrière elle, les gens parlaient les uns par-dessus les autres. Un enfant pleurait à cause de chaussures manquantes. Mon père criait que le traiteur était arrivé 2 heures en avance. Clara réclamait les clés de la voiture. J'ai regardé par la fenêtre du terminal l'avion en préparation et j'ai senti quelque chose en moi devenir très calme. Ne m'attendez pas, ai-je dit. Je profite de mes propres vacances. Pendant une seconde, ma mère n'a émis aucun son. Puis le chaos a éclaté derrière elle. Ricanement, Clara a hurlé que j'avais fait ça délibérément. Mon père a demandé si l'hôtel rembourserait 6 réservations de dîner. Quelqu'un a renversé un plateau, et ma mère a crié à tout le monde de se taire. Quand elle a reparlé, sa voix était basse et furieuse. Tu savais que nous comptions sur toi. Vous comptiez sur un accord que vous n'avez jamais conclu. Nous sommes ta famille. Les membres de la famille demandent. Elle a dit que la babysitter avait été annulée parce que Clara leur avait assuré que j'étais disponible. Puis Clara a crié en arrière-plan que c'était maman qui avait dit que je ne pouvais pas avoir de meilleur plan. Leur front uni et parfait s'est fissuré en moins d'1 minute. Ma mère a essayé une autre approche. Elle a dit que mon père avait payé un acompte non remboursable pour le dîner réservé aux adultes. Clara avait payé pour un forfait au salon de coiffure. Des parents arrivaient déjà. Sans moi, quelqu'un devrait rester à la maison. Oui, ai-je dit. Un des parents devra rester avec ses propres enfants. Elle a réagi comme si j'avais suggéré quelque chose de scandaleux. Puis elle a dit, après tout ce que nous avons fait pour toi, c'est comme ça que tu nous remercies? J'aurais pu lister chaque jour de congé, chaque week-end, chaque réunion annulée, chaque assiette froide et chaque demande de dernière minute. Au lieu de cela, j'ai gardé mes réponses simples. Je ne vous rembourse pas. Je refuse un travail non rémunéré. Mon père a pris le téléphone. Il m'a ordonné de changer mon vol et a promis de rembourser les frais plus tard. Je lui ai dit que l'embarquement allait bientôt commencer. Il a dit que si je montais dans cet avion, je ne devais pas m'attendre à ce que la famille l'oublie. J'espère que vous ne l'oublierez pas, ai-je répondu. J'espère que vous vous souviendrez de demander la prochaine fois. Il a qualifié ma réponse d'irrespectueuse. Puis la voix d'une tante s'est élevée en arrière-plan, demandant pourquoi ils avaient annulé une garde d'enfants professionnelle sans confirmer avec moi. Mon père lui a dit que ce n'était pas ses affaires. Elle a répondu assez fort pour que je l'entende, vous en avez fait l'affaire de tout le monde en nous invitant dans ce pétrin. C'est à ce moment-là que la dispute a changé. Jusqu'alors, mes parents et Clara avaient supposé qu'ils pouvaient me présenter comme égoïste et recevoir un soutien instantané. Au lieu de cela, les parents commençaient à poser des questions. Ma mère a de nouveau attrapé le téléphone et a exigé que je lui explique ce que j'avais dit aux gens. J'ai dit que je n'avais rien dit à personne. Leur propre planning était dans la conversation de groupe. Elle est restée silencieuse. J'entendais Clara murmurer, supprime-le. J'ai fait une capture d'écran avant que le message ne disparaisse. Kim m'a touché le bras et a montré notre groupe d'embarquement. J'ai dit à ma mère que je devais y aller. Elle a dit, Sophie, si tu raccroches, ne m'appelle pas quand tu le regretteras. J'ai regardé la porte d'embarquement, puis le planning sauvegardé montrant mon nom à côté de chaque tâche. La seule chose que je regrette, ai-je dit, c'est de vous avoir appris que je dirais toujours oui. J'ai mis fin à l'appel, j'ai éteint mon téléphone et je suis monté dans l'avion. Quand nous avons atterri en Floride, j'ai rallumé mon téléphone et j'ai trouvé 43 messages. La conversation de groupe de la famille s'était divisée en 3 camps. Mes parents insistaient sur le fait que j'avais annulé à la dernière minute. Clara prétendait que je lui avais promis en privé. Plusieurs parents leur ont demandé de produire le message où j'avais donné mon accord. Ils ne le pouvaient pas. Ma tante Lydie, la même femme que j'avais entendue en arrière-plan, avait republié le planning supprimé de Clara à partir de sa propre capture d'écran et avait encerclé chaque endroit où mon nom apparaissait.
Ce n'est pas un programme de vacances, a-t-elle écrit. C'est un planning de travail. Mon cousin Marc a demandé si quelqu'un m'avait au moins proposé de me payer. Personne ne lui a répondu. Le dîner réservé aux adultes était maintenant au centre du conflit. Mon père avait réservé un salon privé dans un restaurant d'hôtel cher parce qu'il voulait impressionner 2 parents en visite de l'extérieur de l'État. L'acompte n'était pas remboursable, et annuler le soir du réveillon de Noël signifiait perdre la totalité du montant. Clara refusait de rester à la maison parce qu'elle avait acheté une nouvelle robe et avait organisé la soirée des mois plus tôt. Ma mère soutenait qu'en tant que grand-mère, elle avait déjà assez gardé d'enfants dans sa vie. Mon père disait qu'il était l'hôte et ne pouvait donc pas manquer le dîner. 3 adultes qui avaient traité ma présence comme automatique étaient soudainement forcés de débattre de qui avait le temps le moins précieux. L'ironie était si parfaite que je n'avais rien à ajouter. Kim et moi avons récupéré nos bagages, rejoint les autres et sommes allés en voiture à la maison de location. J'avais imaginé me sentir triomphante. Au lieu de cela, je me sentais à vif et étrangement sur mes gardes, comme si quelqu'un pouvait apparaître et me dire que le voyage avait été annulé parce que ma famille avait besoin de moi. Kim a remarqué que je vérifiais mon téléphone toutes les quelques minutes. Elle a demandé ce que je cherchais. La preuve que je suis la méchante, ai-je admis. Elle a dit, ils t'appelleront peut-être ainsi. Cela ne rend pas la chose vraie. À la maison, j'ai reçu un message privé de Clara, envoie les captures d'écran que tu as prises. Maman me rejette la faute. J'ai fixé le message. Elle ne s'excusait pas. Elle voulait des preuves pour rediriger le blâme. J'ai répondu, les captures d'écran vous montrent tous les 3 en train de participer. Elle a immédiatement appelé. J'ai refusé. Puis mon père a envoyé un message disant qu'une agence de garde d'enfants d'urgence pouvait fournir 2 personnes, mais que le tarif des fêtes, les frais de transport et les frais de réservation le jour même s'élevaient à près de 2000 €. Il s'attendait à ce que Clara et Eric paient la moitié. Clara a répondu que mes parents avaient créé le problème en me portant volontaire. Ma mère a répondu que Clara leur avait assuré que j'obéirais. Eric, qui était resté presque silencieux jusqu'alors, a demandé pourquoi sa femme avait annulé la babysitter initiale avant de me parler. Clara ricanement lui a dit de ne pas discuter de questions privées dans la conversation familiale. Il a répondu, tu as fait du temps privé de Sophie une ressource familiale. Nous pouvons discuter de la facture ici aussi. Cette phrase a de nouveau changé le ton. En fin d'après-midi, l'agence a exigé un paiement immédiat, sinon elle annulerait la réservation. Mon père a payé, puis a publié que Noël devenait, financièrement absurde. Tante Lydie a répondu, c'est devenu cher quand vous avez découvert que le travail de Sophie avait une valeur marchande. J'ai lu cette ligne 3 fois. Pendant des années, la famille avait présenté mon aide non rémunérée comme de l'affection. Au moment où des étrangers ont facturé le même travail, tout le monde a compris que c'était du travail. Ils n'avaient simplement pas voulu le reconnaître quand la travailleuse, c'était moi. Ma mère a de nouveau appelé. Cette fois, elle semblait maîtriser, ce qui était plus dangereux que les cris. Elle a dit que les parents la jugeaient parce que j'avais laissé un malentendu se propager. Elle ricanement voulait que j'écrive dans le groupe que j'avais omis de communiquer mes plans. J'ai demandé si elle écrirait aussi qu'elle avait omis de demander. Elle a dit que Noël n'était pas le moment de distribuer les blâmes. Mais c'était le moment de m'assigner 20 heures de garde d'enfants, ai-je demandé. Elle m'a dit de ne pas déformer ses mots. J'ai ouvert le message vocal sauvegardé dans lequel elle m'ordonnait d'arriver tôt et de porter quelque chose de présentable avant d'emmener les enfants en bas. J'ai envoyé le fichier audio au groupe. Puis j'ai écrit un message pour clarifier, on ne m'a jamais rien demandé et je n'ai jamais donné mon accord. J'ai appris le plan en l'entendant par hasard. J'espère que tout le monde passera des fêtes en toute sécurité, mais je n'accepterai pas la responsabilité de décisions prises sans moi. J'ai mis le téléphone en mode silencieux. Le message a fait ce qu'une dispute n'aurait jamais pu faire. Il a dissipé le brouillard. Mes parents ne pouvaient plus prétendre qu'il y avait eu confusion, et Clara ne pouvait plus revendiquer une promesse privée. Les parents ont commencé à se souvenir de moments similaires où la générosité d'une personne avait été convertie en obligation. Un cousin a dit que ma mère l'avait porté volontaire pour réparer une clôture lors d'une réunion passée. Un oncle a mentionné qu'on lui avait fait payer les courses après avoir été invité en tant qu'hôte. La conversation s'est élargie de mon absence à un schéma que mes parents avaient passé des années à déguiser en tradition familiale. Ce soir-là, pendant que nous mangions dans un petit restaurant près de la maison de location, Marc m'a envoyé la dernière mise à jour.
Les gardes d'enfants d'urgence étaient arrivés, mais le dîner réservé aux adultes s'est quand même effondré. Mon père et Eric se sont disputés au sujet de la facture. Clara est arrivée en retard parce qu'elle avait passé 1 heure à se défendre. Ma mère a pleuré dans le hall de l'hôtel après que tante Lydie ait refusé de soutenir sa version des événements. Plusieurs parents sont partis avant le dessert. Le salon privé que mon père avait réservé pour afficher une famille parfaite est devenu l'endroit où tout le monde a finalement discuté de la manière dont cette perfection avait été fabriquée. Je n'ai pas ri en lisant cela. J'ai simplement posé mon téléphone. Leur Noël ne s'était pas effondré parce que j'étais parti. Il s'était effondré parce que je ne soutenais plus une structure bâtie sur mon silence. Le matin de Noël a commencé tranquillement pour moi et coûteusement pour eux. Je me suis réveillé avant les autres, j'ai fait du café et j'ai révisé mes notes pour mon examen de certification pendant que la maison était encore silencieuse. À 8 heures, mon téléphone a affiché un message de l'agence de garde d'enfants confirmant que mon père m'avait désigné comme la garde d'enfants habituelle de la famille lorsqu'il a expliqué l'urgence. Le message avait été transféré par Eric, qui avait découvert le reçu de réservation dans les courriels de Clara. Le montant total de l'agence avait augmenté parce que la famille avait demandé aux gardes de rester jusqu'au brunch. Avec le pourboire, le transport et les frais de jours fériés, la facture dépassait 2 700 €. Mon père voulait que Clara et Eric le remboursent immédiatement. Eric a refusé jusqu'à ce que Clara explique pourquoi elle avait annulé la réservation initiale. Cette dispute a révélé un autre mensonge. Clara n'avait pas annulé parce qu'elle croyait que j'avais accepté. Elle avait annulé parce que la babysitter professionnelle exigeait un acompte et que Clara voulait utiliser cet argent pour son forfait au salon de coiffure et le dîner à l'hôtel. Elle a supposé qu'elle pourrait me mettre la pression plus tard. Ma mère était au courant. Mon père avait approuvé parce qu'il aimait les économies. Chacun avait contribué avec une excuse différente, mais le plan était le même, dépenser sans compter pour eux-mêmes et utiliser mon temps pour équilibrer le budget. Eric m'a envoyé des excuses en privé. Il a admis qu'il avait bénéficié de cet arrangement les années précédentes sans poser assez de questions. Il a dit que lui et Clara avaient une conversation sérieuse sur l'argent, l'honnêteté et la façon dont elle me traitait. Je l'ai remercié mais ne l'ai pas réconforté. C'était une autre habitude que j'étais prête à abandonner. Leur inconfort ne créait pas un nouveau travail pour moi. Vers 10 heures, Clara a publié un message furieux disant que j'avais humilié son mariage et monté les parents contre nos parents. Elle a terminé par « J'espère que tes vacances valaient la peine de détruire cette famille ». J'ai failli répondre de manière émotive. Au lieu de cela, j'ai ouvert un tableur que j'avais commencé des mois plus tôt après qu'un thérapeute m'ait suggéré de suivre les services qui me laissaient un sentiment de ressentiment. Il ricanement contenait des dates, des heures, des plans annulés, des frais de carburant et les raisons qui m'avaient été données. Je n'avais jamais eu l'intention de l'envoyer à qui que ce soit. Maintenant, j'ai calculé les heures de garde d'enfants que j'avais fournies au cours des 2 années précédentes et je les ai multipliées par un tarif local conservateur. Le total s'élevait à 6 580 €, sans compter l'opportunité de travail que j'avais perdue. J'ai fait une capture d'écran et l'ai envoyée uniquement à Clara, à ma mère et à mon père. C'est la valeur du travail que vous avez accepté sans paiement, ai-je écrit. Je ne demande pas de remboursement. Je vous montre ce que vous avez appelé de l'amour. Mon père a répondu que les familles ne s'envoyaient pas de factures. J'ai dit, alors les familles ne devraient pas construire de budget autour d'un travail non rémunéré qu'elles n'ont jamais demandé. Ma mère m'a accusé de compter les points. Elle avait raison. J'avais commencé à compter les points parce qu'ils s'attendaient toujours à ce que je perde. À midi, d'autres conséquences sont arrivées. Tante Lydie a annoncé qu'elle accueillerait le prochain rassemblement de Noël et que toute la garde d'enfants serait organisée à l'avance, payée par les parents qui l'utiliseraient, et confirmée par écrit. Plusieurs parents l'ont immédiatement soutenu. Ma mère avait accueilli Noël pendant 14 ans et considérait l'événement comme la preuve qu'elle était le centre de la famille. Perdre ce rôle lui a fait plus de mal que la facture de l'agence. Elle a traité Lydie d'ingrate. Lydie a répondu que l'hospitalité n'était pas de l'hospitalité quand un invité était secrètement mis au travail. Mon père s'est alors retiré de la conversation de groupe, mais pas avant d'accuser tout le monde de surréagir. Marc a transféré un dernier échange de l'hôtel. Un parent en visite avait demandé pourquoi j'étais absente, et ma mère avait dit que je préférais les plages à la famille. Lydie a fait écouter le message vocal que j'avais partagé. La table est devenue silencieuse. Ma mère est partie avant la fin du repas.
L'image qu'elle avait protégée, hôtesse généreuse, mère dévouée, organisatrice de Noël parfaite, n'a pas survécu au contact de ses propres mots. J'ai ressenti la vieille impulsion d'appeler et de réparer les dégâts. Puis je me suis demandé, pourquoi étais-je responsable de protéger une réputation qui dépendait de cacher la façon dont j'étais traité? J'ai rangé le téléphone. Kim et moi avons passé l'après-midi à nous promener dans un marché de Noël, puis nous sommes rentrés à la maison pour le dîner. Je n'avais pas besoin que leur célébration échoue complètement. J'avais besoin que la vérité reste visible assez longtemps pour qu'ils ne puissent pas me remettre à ma place. Ce soir-là, ma mère a envoyé un dernier message, « Nous devons nous voir à ton retour. Il y aura des conséquences. » Je l'ai lu sans peur. Pour la première fois, les conséquences n'étaient pas une menace qui m'était réservée. Elles étaient déjà assises à la table de mes parents, imprimées sur un reçu de garde d'enfants, répétées dans la conversation familiale et reflétées chez chaque parent qui comprenait maintenant ce que leur Noël parfait m'avait coûté. Je suis rentré à Austin 4 jours après Noël avec un plan d'études terminé, un coup de soleil sur une épaule et aucune intention de m'excuser. Mes parents m'ont demandé de venir chez eux ce soir-là. J'ai accepté à une condition, que Clara et Eric soient là, et que personne ne m'interrompe pendant que je parlerai. Quand je suis arrivé, les lits pliants étaient toujours empilés dans le couloir. La maison semblait ordinaire, mais l'atmosphère dans la pièce était différente. Mon père avait le reçu de l'agence sur la table. Les yeux de ma mère étaient gonflés. Clara était assise à côté d'Eric, les bras croisés, et pour une fois, elle n'avait pas l'air certaine que la famille la soutiendrait automatiquement. Mon père a commencé en disant que mon comportement avait été immature. J'ai posé des copies imprimées du planning du groupe, du message supprimé, de la transcription du message vocal de ma mère et de l'affirmation privée de Clara selon laquelle mon temps comptait moins, sur la table. Nous pouvons discuter de mon comportement, ai-je dit, après nous être mis d'accord sur ce qui s'est passé. Ma mère a essayé de parler d'un malentendu. Clara a blâmé ma mère de m'avoir porté volontaire. Mon père a blâmé Clara d'avoir annulé la babysitter. Je les ai laissés parler jusqu'à ce que les accusations reviennent sur moi. Puis j'ai dit que la différence entre eux n'était pas l'innocence. C'était qu'ils s'attendaient à éviter la facture. Je leur ai exposé mes limites. Ils ne porteraient plus jamais mon temps volontaire. Toute demande d'aide devait être faite directement, avec un préavis raisonnable, et un « non » serait accepté sans punition. Je ne dormirai pas au sous-sol pour rester près des enfants. Je ne manquerai pas le travail, les examens, les voyages ou le repos parce qu'un autre adulte avait planifié en comptant sur ma docilité. Plus important encore, il corrigerait l'histoire avec toute la famille. Ma mère s'est immédiatement opposée. Elle a dit qu'elle avait déjà été assez embarrassée. La gêne n'est pas la même chose que la responsabilité, ai-je répondu. Clara a dit que je prenais plaisir à cela. Je lui ai dit que j'avais apprécié la Floride. Cette réunion était simplement le prix à payer pour avoir une relation avec moi. Eric a demandé quelle correction je voulais. Je leur ai tendu une courte déclaration, Sophie ricanement n'a jamais été sollicitée pour garder les enfants et n'a jamais donné son accord. Nous avons fait des plans basés sur une supposition, annulé une aide payante, et l'avons blâmé quand notre plan a échoué. C'était une erreur. Mon père a refusé de l'envoyer. Je me suis levé et j'ai pris mon manteau. Ma mère a paniqué quand elle a réalisé que j'étais prête à partir sans autre dispute. Elle a demandé si je coupais les ponts avec eux. J'ai dit que leur prochain choix répondrait à cette question. Pendant plusieurs secondes, personne n'a bougé. Puis Eric a sorti son téléphone et a envoyé la déclaration depuis son compte, ajoutant qu'il avait bénéficié de cette supposition et qu'il s'excusait. Clara l'a dévisagé, furieuse, mais le message était déjà envoyé. Tante Lydie a répondu par une seule phrase, « Merci d'avoir enfin dit la vérité ». Ma mère a envoyé la déclaration 10 minutes plus tard. Mon père a attendu le lendemain matin. Les excuses n'ont pas tout réparé, et je n'ai pas fait semblant que c'était le cas. Clara et Eric ont commencé une thérapie après la dispute sur la babysitter annulée et les dépenses cachées. Ils ont remboursé à mes parents la moitié de la facture de l'agence d'urgence, ce qui a signifié l'annulation de l'escapade hivernale prévue par Clara. Mon père a payé l'autre moitié et a perdu la compte de l'hôtel. Ricanement ma mère n'accueillait plus le prochain Noël familial, et plusieurs parents ont cessé de lui permettre d'assigner des tâches en leur nom. Ce n'étaient pas des punitions que j'avais créées. C'étaient des coups qui avaient toujours existé, finalement retournés aux personnes qui les avaient engendrés. Clara ne m'a pas parlé pendant près de 2 mois.
Quand elle a finalement appelé, elle n'a pas commencé par des excuses. Elle a demandé si je comprenais à quel point être parent était difficile. Je lui ai dit que oui, et que c'était exactement pour cela qu'elle devrait respecter le temps de quiconque elle demandait de l'aide. Elle est restée silencieuse, puis a admis qu'elle avait supposé que je céderais toujours parce que je l'avais toujours fait. C'était ce qui se rapprochait le plus de l'honnêteté de sa part. Je lui ai dit que j'étais ouverte à reconstruire notre relation, mais pas l'ancien arrangement. La fois suivante où elle m'a demandé de faire du babysitting, elle l'a fait 3 semaines à l'avance, a proposé de payer et a accepté mon refus sans se plaindre. Mes parents ont changé plus lentement. Ma mère utilisait encore des phrases comme « après tout ce que nous avons fait », mais elle ne m'affectait plus. Mon père est devenu prudent avec les plannings de groupe. Il avait appris qu'écrire le nom de quelqu'un dans une case ne créait pas de consentement. En janvier, j'ai réussi mon examen de certification. Cette qualification m'a aidé à obtenir le rôle dans le projet que j'avais manqué l'année précédente, ainsi qu'une augmentation qui a couvert plusieurs fois le coût total du voyage en Floride. Kim m'a envoyé un message disant que les vacances avaient été la meilleure décision de dernière minute que nous ayons jamais prise. Elle se trompait sur un point. Ce n'était pas une décision de dernière minute. Elle aurait dû être prise depuis des années. Les gens appellent parfois ce que j'ai fait une vengeance. Et peut-être que c'en était une. Je n'ai pas saboté le dîner, exposé un secret ou inventé une punition. J'ai simplement retiré le travail gratuit qui permettait à tous les autres d'éviter les conséquences de leur choix. Le chaos derrière la voix de ma mère le soir du réveillon de Noël n'était pas quelque chose que j'avais créé. C'était le son du sentiment de découvrant son véritable prix. Pendant des années, ma famille avait confondu ma patience avec une permission. Ce Noël-là, je leur ai offert le seul cadeau qu'ils n'avaient jamais attendu de moi, une limite qu'ils ne pouvaient pas retourner. Nous vous remercions d'être restés avec nous tout au long de cette histoire. Cette vidéo est entièrement fictive et créée uniquement à des fins de divertissement éducatif et de réflexion. Nous espérons que tout le monde ne mérite pas la chance de s'expliquer après avoir ignoré chaque chance de se soucier des autres. Parfois, cette explication arrive trop tard, et votre paix devient plus importante que de rouvrir la conversation.